voudrais partager avec ceux qui sont toujours là des remerciements appuyés pour votre présence aussi nombreuse. C'est un bon signe. On a dit ce matin avec Ève que les clignotants et Laurent que les clignotants étaient plutôt au vert. L'élection n'est jamais jouée. Mais ce qu'on peut vous dire avec l'équipe, c'est que notre tournée dans les régions, et notamment les 5 dernières réunions régionales que nous avons faites depuis la pause estivale, peuvent s'ajouter à ces plus de 280 personnes que vous avez été aujourd'hui, que vous avez été pendant ces 2 journées, et que ça fait un nombre considérable. On n'a jamais eu autant de participation à l'organisation de nos réunions régionales. Ça aussi, c'est un bon signal. Donc ces 2 jours, ils ont été très riches en échanges, en interventions, en réflexions. Je crois qu'on est un petit peu sorti des discours un peu convenus, bon, à part celui d'hier soir, hein. Mais on est sorti un petit peu des discours convenus sur tout ce qu'on veut nous faire faire et toutes les solutions qui sont présentées aujourd'hui comme les solutions d'avenir par les pouvoirs publics. Et on a traité des sujets de fond. On a eu pour ça des intervenants de qualité. Et nous allons également les remercier de leur participation et surtout de l'engagement dont ils ont fait preuve, parce que tous sont venus en ayant préparé leur intervention, en ayant, évidemment, nous aussi, nous l'avions préparé, mais quand même, ils sont venus, ils venaient à la CFDT, donc ils venaient pour contribuer, et ils venaient en ayant réfléchi, et ça, c'est aussi une grande satisfaction. Donc, lors de la table ronde sur les transformations, on a bien compris que le plan gouvernemental a beaucoup d'ambition pour faire bouger le système et le transformer. Mais que ça laisse entière la question de la transition, puisque tout est dans tout, mais à chaque table ronde, finalement, on a parlé des sujets des autres tables rondes. Et que, d'ailleurs, cette transition, nous l'abordons là, dans l'immédiat, sous l'angle financier, parce que eh bien, ça fait partie des incohérences de la politique publique en ce moment. On nous présente un plan de transformation important. Et en même temps, on continue à restreindre les moyens, et nous n'avons pas été convaincus, mais je pense qu'il le sait, par les arguments d'Olivier Véran hier sur les 2,5% de l'Ondam, sur l'augmentation de l'Ondam. Ce qui n'a pas été dit d'ailleurs hier, c'est que la partie réservée au médico-social est celle qui progresse le moins, encore une fois. Donc ça laisse cette question entière. Et on a pu comprendre qu'on était en accord avec la FHF quand elle dit qu'il faut donner aux établissements les conditions pour accompagner la réforme et qu'il faut donc aider les établissements. Et Laurent l'a dit ce matin, dans le privé, quand on transforme à ce point, on commence par investir massivement. On anticipe et on investit. Et Zainab ne l'a pas dit hier, mais nous nous sommes dit entre deux, l'investissement hospitalier s'est effondré sur la période qui vient de s'écouler. Il s'est effondré de plusieurs milliards d'euros. On est d'accord aussi, finalement, et William Gardet nous l'a rappelé, avec le conseil de la CNAM, pour finalement le rééquilibrage des obligations entre la ville et l'hôpital. Mais un rééquilibrage qui comporte aussi des obligations nettes, claires et précises pour la ville, chose qu'elle n'a jamais eue jusqu'à présent. Donc l'idée de voir les CPTS aussi était intéressante, l'idée de voir les CPTS comme le pendant des GHT. Mais le nouveau cadre, et qui serait le nouveau cadre imposé pour les obligations faites à la ville. Et puis, dans les transitions, on a eu une table ronde qui était riche. Il y avait plus de personnes, donc il y avait beaucoup d'expressions. La DGOS a ouvert la porte 2 fois hier à nos contributions. Donc, la contribution du SYNCAS pour co-construire, puisque c'est le parti pris affiché pour le lancement opérationnel de Ma Santé 2022, donc co-construire
les mesures et pour que nous puissions participer à la modélisation. Donc ça a été dit par Stéphanie de Koopman, ça a été rappelé d'une manière très rapide par Madame Courrèges hier, qui m'a rappelé que j'avais son numéro de téléphone et que je pouvais très bien l'appeler pour lui dire ce sur quoi nous voulions contribuer. Mais néanmoins, ça Laurent l'a rappelé ce matin et Monsieur Bibard aussi hier soir, eh bien, des contributions écrites, c'est très bien, mais la confrontation des idées, c'est encore mieux. Donc le dialogue, c'est encore mieux. Et ça ne nous est pas offert. En tout cas, ça ne le sera pas sur la totalité des chantiers. Et Ève l'a rappelé ce matin, ça ne le sera pas pour Grand Âge Autonomie, puisque, grosso modo, maintenant que la CFDT a poussé la porte et a été entendue par la mission Libo, eh ben, il n'y a plus besoin, vous avez contribué, c'est bon, on vous a entendu, donc il n'y a plus besoin, on n'a plus besoin de vous. Je pense que la CFDT ne se laissera pas faire. Ni la Fédé, ni la Confédération, qui, comme Laurent l'a dit ce matin, travaille aussi sur ces sujets avec la Fédération et avec nous, bien entendu. Donc, ce que demandent les directeurs, et ça, ton chef nous l'a bien démontré hier, donc Yann, c'est un mouvement, oui, le changement, oui, les transformations, évidemment, mais que le mouvement doit être contrôlé. Donc, je crois qu'il doit être fouteux, hein, pas de passe à l'aveugle. Qu'il faut que le pilotage soit partagé et non centralisé. Et puis, il faut aussi un minimum de garantie de continuité et d'harmonie dans l'évolution. De toute façon, dans notre secteur, c'est essentiel. On est dans un secteur dans lequel la continuité de fonctionnement de nos établissements est la base de tout. Alors, pas pour tout type d'activité, mais pour une grande majorité des activités hospitalières et des activités médico-sociales. Et puis, il nous a rappelé aussi que, oui, on subit beaucoup de contraintes. Il nous a parlé de l'EPRD, il nous a parlé de beaucoup de choses, mais il nous a aussi rappelé que, et j'ai beaucoup aimé, je crois qu'on est plusieurs à avoir beaucoup aimé cette expression. On la réutilisera d'ailleurs, on va reprendre le copyright. C'est que le sens de leur métier est finalement, comme le dit Brigitte, souvent des déesses, mais aujourd'hui, elle l'a dit de tous, les directeurs aiment leur métier. Eh bien, les directeurs trouvent le sens de leur métier dans la mécanique du quotidien. Et puis les usagers, Monsieur Merle nous a rappelé que le cadre législatif n'est rien sans la volonté médicale et la volonté locale. Et que c'est donc pas en descendant qu'on doit construire l'association des usagers, la prise en compte des usagers dans la construction du modèle et du système de demain, mais bien dans le dialogue local, dans le dialogue avec eux localement. Et puis la NAP est venue rappeler que son travail, c'était effectivement, et on se l'est rappelé entre plusieurs personnes hier en discutant, la NAP avant c'était la MEA. Et la MEA, c'était bien une mission d'appui qui permettait de faire ce qu'on appelait à l'époque du parangonnage dans le vocable français, mais du benchmarking, c'est-à-dire aller chercher des solutions qui ont été créées par les acteurs sur le terrain pour pouvoir les porter à la connaissance des autres et permettre leur mise en œuvre par d'autres équipes, d'autres établissements qui cherchent à résoudre les mêmes difficultés, mais avec leur propre contexte à eux. Et ça, je crois que ça a été assez intéressant, l'échange qui a eu lieu avec Sophie Martinon sur le fait que la NAP a des outils, que parfois, effectivement, ces outils sont mal connus, mais que ces outils ne sont pas des prescriptions. Et qu'à chaque fois, évidemment, ça ne dispense pas. Ce n'est pas une application bête et méchante, mais que ça ne dispense pas de l'échange, encore une fois, pour trouver la meilleure solution. Et même si la DGOS a réaffirmé la logique territoriale de la réforme et le poids donné à la proximité, je crois que on s'est suffisamment battu avec les orties là. Mais on peut quand même, on continue à être inquiet. C'était le fond de mon discours hier, l'inquiétude des collègues. Et on peut continuer à être inquiet parce que la logique mise à l'œuvre par les ARS aujourd'hui qui continuent à rétrécir, rétrécir les marges de manœuvre des directeurs,
en utilisant, en dehors de toute concertation, ou dans ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue de gestion, qui n'est pas forcément de la concertation, mais un dialogue de chiffres, en fait, donc avec des outils comme les CREF, les PRE, les CEPOM, etc. Et également impose finalement, sans le dire, et sans l'assumer des fois, en disant que ça vient des acteurs eux-mêmes, mais on sait dans les conditions dans lesquelles ça se fait. Camille l'a rappelé, les restructurations et notamment la forte augmentation des directions communes. Et puis je rajouterai un point. On aurait voulu poser encore beaucoup de questions à nos intervenants hier, et notamment à la DGOS et à Brigitte Bourguignon et à Olivier Véran. C'est cet abus d'utilisation de l'article 51. Je crois que c'est... comment dire ? C'est aussi des coups de canif mis dans l'état de droit, pour moi. L'article 51, c'est tout simplement autoriser les établissements qui se lancent dans l'expérimentation à ne plus respecter les règles qui sont en vigueur pour tous les autres. C'est grosso modo dire on ne sait pas faire, on vous laisse, on vous donne la possibilité de faire, vous avez eu des idées, on vous donne la possibilité de faire, mais grosso modo on n'assume pas, quoi. On n'assume pas. Et je trouve que l'abus d'utilisation de l'article 51, puisque je pense que dans le cadre de la loi, la première loi, celle qui va habiliter à légiférer par ordonnance, on va avoir d'énormes surprises sur l'étendue de l'expérimentation. Une expérimentation d'ailleurs qui ne figurera pas dans le champ de la santé, mais qui va figurer dans le champ de la loi de finances. Et ça, je crois que vous ne le savez pas encore, mais il y a un amendement qui a été voté qui va permettre d'expérimenter tout simplement la mise en œuvre de l'agence comptable dans les établissements de santé. Voilà. Dans les établissements de santé et dans les collectivités locales. Mais dans les collectivités locales, on peut évidemment le comprendre. Dans les établissements de santé, ça n'est pas rien. Donc tout un tas d'expérimentations. Et c'est vrai que la façon dont ces expérimentations s'accumulent depuis 2018, depuis la loi de finances 2018, c'est assez inquiétant sur la capacité de l'État à entraîner. Ça peut être contradictoire aussi, parce qu'on dit il faut laisser les choses se faire sur le terrain, mais là on n'est pas sur le sujet de trouver les solutions. C'est l'État dit cette solution elle est là, on vous autorise à ne pas respecter le droit tel qu'il existe aujourd'hui pour pouvoir expérimenter. C'est pas tout à fait la même chose. Dans la partie qui a concerné les ruptures, elles ont été décrites sur plusieurs plans. Les ruptures dans les parcours de soins et les prises en charge, c'est celles qu'on documente et qu'on connaît finalement le mieux. Les ruptures relationnelles au sein des institutions, les ruptures au sein des territoires, entre institutions, entre administrations, les ruptures dans les parcours professionnels et surtout la rupture du sens. Alors après, il y a eu un long débat sur est-ce que les ruptures sont nécessaires, les ruptures souhaitables ou pas. Et je pense que la conclusion qu'on peut tirer des échanges, c'est que des différents participants, c'est que la rupture n'est jamais souhaitable. Elle contient un risque de déstructurer qui peut porter préjudice à l'avenir. Cependant, elle est quelquefois nécessaire. Et pour ça, il faut aussi, quand on décide que la rupture est nécessaire, eh bien on en revient à la question de l'accompagnement et à la question de la transition. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces 3 tables rondes qui ont été très, très riches et qu'on aurait bien voulu poursuivre avec nos intervenants. Juste un petit mot pour terminer sur les ruptures. C'est Brigitte qui m'en a fait la synthèse tout à l'heure. C'est ce qui prévient le risque de rupture ou corrige les ruptures existantes. C'est d'abord se départir de l'arrogance. Alors de l'arrogance au sens où on peut pas faire, on pourrait faire sans les autres. C'est rester agile et souple. C'est conduire les basculements en impliquant les opérateurs concernés. Et là, j'en viens
en faisant la transition avec l'intervention de Laurent Bibard, sur être sensible aux signaux faibles. Et c'est vrai que M. Bibard nous a donné une démonstration de l'utilité de la parole et de l'échange dans les environnements, dans la prise de décision en environnement extrêmement complexe, fait d'incertitudes et de contradictions. Et je pense qu'on peut tous se retrouver dans l'environnement professionnel dans lequel on est. Laurent, finalement, et Ève, ce matin, ne nous ont pas dit autre chose. Ils l'ont dit avec leurs mots, avec les mots du syndicalisme, mais ils n'ont pas dit autre chose ce matin. Je pense qu'on a passé un très bon moment avec Laurent et Ève ce matin. Je crois qu'on peut mesurer à quel point on a eu la chance d'avoir Laurent avec nous pendant 1h15. C'est vrai que les secrétaires généraux confédéraux viennent, François Chérec le faisait, bien évidemment, et ses prédécesseurs aussi. Mais la période est tellement compliquée que je pense qu'on a tous pu apprécier la manière où il décrypte les sujets de fond avec un langage si net, si précis et si clair. Et c'est vrai que ça nous... Enfin, je pense, d'après ce que j'ai compris de ce que vous avez pu témoigner dans les couloirs ce midi, je pense que tout le monde était satisfait de cet échange. L'échange avec Ève était aussi très intéressant car nous partageons une vision de l'amélioration des relations sociales au sein de nos établissements basés sur des outils et sur le dialogue social. Et je pense qu'on n'a pas fini de parler de cette question et du coup, ça nous a donné des idées et on a des projets avec la fédération pour avancer sur le sujet de la pratique de la négociation et de l'accord majoritaire. Donc je vous remercie d'avoir présenté le bilan de la période écoulée et d'avoir dressé nos projets. Je pense que vous pourrez, et vous l'avez sans doute déjà fait avec la transmission numérique qu'on vous a adressée la semaine dernière, je pense que vous pourrez feuilleter ce projet qui est vraiment un projet cohérent. Ce n'est pas une juxtaposition de positions pour chacun des corps. Bien sûr, ils ont leurs spécificités et on en a tenu compte. Mais on a beaucoup tenu compte surtout des spécificités du terrain, plus que des spécificités des statuts. Et donc notre projet, il est fort, on y croit. On va tout faire pour y arriver sur le mandat. On continuera à faire tout ce qu'on peut. On ne peut pas forcément toujours tout. Ce n'est pas nous qui décidons. Et la période est difficile pour convaincre le gouvernement de se mettre autour d'une table pour discuter avec les organisations syndicales d'une manière générale et avec les organisations syndicales de directeurs en particulier. Donc, ces journées ont été une grande réussite. Je voudrais remercier d'abord, parce que c'est vraiment, et je crois que ces journées marquent un tournant dans l'organisation de nos journées. On s'est encore amélioré, mais cette amélioration, on le doit au travail d'équipe qu'on a su faire tous ensemble. Et c'est vraiment merci à toute l'équipe, à tous. Chacun se reconnaîtra dans ses apports, mais merci pour le travail que vous avez su faire pour faire de ces journées ce qu'elles ont été. Merci. Depuis les premières idées, depuis le brainstorming jusqu'au point final, et ce jingle qui me plaît décidément beaucoup. Merci aussi, parce que dans l'équipe, je compte évidemment les deux assistants qui ont regagné leur maison, Vanina et Nelson, qui ont beaucoup travaillé aussi. Merci à Eral. Je crois que là, on commence à toucher à une collaboration qui va devenir quasi parfaite. On a encore des choses à dire, mais merci à vous. Merci aux équipes techniques qui sont derrière et qui ont été top, vraiment. Merci à nos partenaires qui sont déjà en train de remballer ou ont remballé. Je pense qu'il faudra qu'on sache les remercier en particulier parce qu'ils sont restés dans le froid quand même un peu. C'est ça, c'est juste le petit détail qui n'allait pas, c'est le froid. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, 7 et 8 novembre, c'est déjà décidé, ce sera à Bordeaux, la ville d'Isabelle.
mais ce sera la nôtre pour 2 jours. J'espère que vous serez tout aussi nombreux. Dès lundi, on se remet au travail. On va dormir un peu ce week-end quand même, je pense. Mais dès lundi, on se remet au travail, parce que Laurent l'a dit, une élection, ça se gagne au moment où le scrutin est ouvert. Et donc, votez et faites voter CFDT. Nous, on s'engage de toute façon à continuer à faire notre travail de syndicat pour vous défendre et pour défendre le service public et les établissements dans lesquels nous travaillons et que nous servons. Merci à vous tous et à très bientôt. Je voudrais dire un petit mot quand même avant, juste avant, parce que Aurélie quitte l'équipe du Syncas, puisqu'elle va retourner en établissement, et je voudrais la remercier pour le travail que tu as fait, ta force de travail, ton engagement pour le syndicat qui existe depuis très longtemps, pour la CFDT d'une manière générale, mais pour le Syncas. Tu as donné beaucoup, pas assez longtemps à mon goût, pas assez longtemps au goût de toute l'équipe, mais merci parce que tu nous as en plus apporté de la bonne humeur, de l'entrain, je dirais même une petite touche de scintillement et de pétulance qui nous a fait du bien. Donc merci Aurélie, on te souhaite de réussir dans tes nouvelles fonctions et on te reverra bientôt parmi nous. À bientôt.